Alors aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice breton pendant la Première Guerre mondiale et notamment les différentes idées reçues qui existent sur ce sujet. Alors pour commencer, il faut commencer par un recensement, évidemment. On a un recensement de 1911. Donc les 5 départements qui composent la Bretagne, le Finistère, les du Nord, appelées aujourd'hui Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique, comptent une population de 3 371 000 habitants. Il y a eu 600 000 soldats qui sont mobilisés pendant la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Longtemps pour glorifier, dénoncer le sacrifice, un chiffre a circulé, celui de 240 000 morts, et il continue parfois de surgir dans la presse ou dans les discours politiques. Ce qui fait environ 40% des tués sur le total des mobilisés. C'est un chiffre colossal qui est gravé d'ailleurs sur le mémorial de Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan, construit entre 1922 et 1932 par les dons des catholiques des diocèses bretons, comme sur une plaque apposée dans la galerie supérieure de la cour des Invalides en 1935. En grossissant le nombre des pertes, les autonomistes prouvaient que l'État français avait traité les Bretons en chair à canon. Les républicains vantaient le courage inouï d'une province française et les catholiques le martyre au sens religieux d'une région bénie de Dieu. Alors, qu'en est-il réellement? En vérité, parce que nous avons les chiffres, il y a eu 131 328 morts de 1914 à 1918, soit environ 22% de la mortalité sur le total des mobilisés. Alors la Bretagne dépasse la moyenne nationale, qui se situe aux alentours de 17,4%. Alors finalement, comment expliquer ce décalage? Ben, c'est très simple, par la surreprésentation dans les tranchées d'une population jeune et rurale, ce qui est le cas de la Bretagne. Les régions beaucoup plus industrielles, à l'inverse, ont souvent affecté les ouvriers dans les usines de guerre et connaissent donc des pertes moins élevées, forcément. Il existe une explication un peu plus psychologique, liée notamment à la propagande à la fin du 19e siècle concernant la théorie des climats, qui avait été mise en place par Aristote, puis repris ensuite par Montesquieu, qui considérait les gens des Suds comme des êtres inférieurs, beaucoup plus lâches, beaucoup moins courageux, feignants. Et donc, on a retrouvé tout ça dans les propagandes, dans les textes des différents courants politiques dans les années 1890-1900. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a vraiment ce contraste entre des gens du Nord, dont sont issus les Bretons, qui sont considérés comme des bons soldats, des solides, des obéissants, des durs à la tâche, qu'on a tendance à utiliser comme des troupes d'élite, alors qu'on regardait plutôt par exemple les Provençaux comme des gens beaucoup plus médiocres. La Première Guerre mondiale est à ce propos le lieu d'une évolution profonde par rapport aux stéréotypes. Comme je l'ai dit, à partir de 1914, le stéréotype du Breton n'est plus le même. Par ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des stéréotypes venus de Paris contre les provinciaux. Pas uniquement les Bretons, mais aussi les Auvergnats, qui sont extrêmement nombreux à Paris. On les traite de ruraux en sabots, d'attardés, d'alcooliques, soumis à la religion, bref, un plouc. C'est dont Bécassine était le symbole pour la Bretagne. Avec la guerre, le Pételot devient le héros, forcément, parce que il était borné obtus, le voilà déterminé. Sa foi, que l'on disait aveugle et obscure, s'est transformée en un patriotisme viscéral. Dès lors, les Bretons et les autres sont donnés en exemple. Des fusiliers marins qui empêchent les Allemands de prendre Dunkerque en décembre 1914, jusqu'au soldat Jean Corentin Carré, engagé à 15 ans, en mentant sur son âge et dont le portrait s'affiche dans les classes de France. En passant par le sacrifice aussi de Verdun, où par exemple la 116e de Vannes perd 60% de son effectif. Alors, en bon gallois, le premier ministre britannique de l'époque, Lloyd George, leur rend hommage. Vos Bretons se sont bien battus à Verdun. Le président du conseil, et nantais, Aristide Briand, lui répond. C'est peut-être parce qu'ils croyaient se battre contre des Anglais. Rien n'illustre plus le sacrifice de la Bretagne. Pour finir, j'aimerais quand même parler d'une illustre famille bretonne dont 8 fils sont morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Je parle bien sûr de la famille de Ruidan, de Saint-Malo, dont 6 sont morts directement pendant la guerre et 2 sont morts de leurs blessures quelques années plus tard. La famille Ruellan,
obtient ainsi le titre de famille la plus éprouvée de France. Ce qui montre vraiment le sacrifice de la Bretagne et des Bretons pour la France. Je rappelle juste que, pour terminer, qu'il n'y a quasiment pas eu de désertion et que certaines personnes ont été fusillées dans toutes les régions de France, y compris en Bretagne, non pas parce qu'ils ne parlaient pas la langue française, comme certains régionalistes veulent nous faire croire, mais parce qu'ils ne voulaient pas combattre, tout simplement. Ce sont des cas extrêmement minoritaires. D'ailleurs, je vous conseille les ouvrages de Jean-Yves Le Naour sur le sujet et de Pierre Chaunu, qui a d'ailleurs écrit un texte sur l'héroïsme des soldats français qui, en comparaison avec d'autres pays européens, ne se sont que très peu révoltés et n'ont que très peu déserté.